Alors bonjour à tous et bonjour à toutes et merci aux organisateurs de m'avoir invité pour animer cette table ronde qui n'est pas totalement finale de ces 2 journées et demie de discussion, mais je suis très heureux d'être ici parce que nous avons évidemment suivi beaucoup ce centenaire, mais également les questions pédagogiques parce que vous le savez, nous avions pendant très longtemps une section qui s'appelait la fabrique de l'histoire scolaire et nous avons beaucoup suivi la pratique en classe autour de la question justement de ce centenaire de la Première Guerre mondiale. Alors après avoir évoqué depuis 2 jours la multiplicité des initiatives qui ont fleuri un peu partout en France autour du centenaire, et alors que nous nous acheminons donc vers la fin de ces journées, de ces assises, il est temps de nous projeter peut-être vers l'avenir. Nous allons donc, dans cette dernière table ronde, avant la synthèse et la conclusion, tenter de comprendre comment la dynamique commémorative qui est née pendant ces 4 années, et un peu plus de 4 années même maintenant, pourra se poursuivre, mais aussi par quels moyens les leçons pédagogiques apprises autour de la Première Guerre mondiale pourront servir dans d'autres cas de commémoration, mais plus généralement dans l'enseignement de la mémoire et de l'histoire. Bref, y a-t-il un modèle pédagogique du centenaire applicable à d'autres anniversaires historiques? Alors nous le ferons en compagnie d'un panel très nombreux. On va essayer de tenir le temps surtout parce que je crois que c'est assez important en fin de session comme ça que de le faire. Laurent Marien, référent mémoire et citoyenneté à l'Académie de Poitiers. Bertrand Lecureur, qui est lui professeur d'histoire-géographie au lycée Jacques Prévert à Rouen, qui nous parlera des travaux qui ont été faits au Musée national de l'éducation donc de Rouen. Christian Laude, qui est à côté de moi, vice-président de l'association de la PHG. Hélène Pradas-Billot, qui est donc chef du bureau des actions pédagogique et de l'information, oui, pas psychologique, enfin voilà, ça fait peut-être partie aussi, les actions psychologiques, ça fait partie aussi d'un centenaire, à la direction des patrimoines, de la mémoire et des archives de la DPMA, donc Annick Péjon, donc responsable du service éducatif des Archives nationales, et Elena Legal, directrice du musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux. C'est à vous que je vais m'adresser en premier, Elena Legal, parce que tout compte fait, c'est un musée qui a été créé à l'occasion justement ou en prévision de ce centenaire. Et une des questions que l'on se pose, j'imagine, dans une institution que vous venez de rejoindre récemment, c'est de savoir ce qu'on va faire après. Parce que on sait, et on a évoqué tout à l'heure, la question du bicentenaire de la Révolution française, on sait l'immense creux historiographique et muséographique qui a succédé à l'immense intérêt qui avait eu lieu pendant le bicentenaire de la Révolution. Donc on se dit, quand on est directeur ou directrice d'une institution comme la vôtre, qu'est-ce qu'on va faire après, Elena Legal? Qu'est-ce qu'on peut faire après? Et surtout, comment on tire profit justement de cette expérience qui a été multiple, très riche et qui a permis aussi d'enrichir les fonds? Oui, c'est bon. C'est bon ? Alors déjà, merci à la Mission du Centenaire et à Alexandre Lafont de m'avoir invité pour me permettre de parler des actions pédagogiques du musée de la Grande Guerre, qui, il est vrai, était un des derniers nés des musées généralistes sur 14-18, puisque le musée a ouvert ses portes le 11 novembre 2011 et donc a toujours grandi et s'est développé jusqu'à 2019 dans le cadre de la projection des commémorations et de cette période anniversaire. Alors ça a été du coup pour le musée un grand laboratoire d'expérimentation sur le plan pédagogique, puisque dans le projet du musée, dès le début et même avant l'ouverture, le public était au centre de nos préoccupations, la question de la transmission et de cette histoire à travers la présentation de notre collection qui était à l'origine constituée de plus de 50 000 objets et documents. Aujourd'hui, c'est 70 000. C'était transmettre cette histoire au plus grand nombre, et notamment au public scolaire. Et donc, un service des publics, un service éducatif a été créé, même avant l'ouverture, avec une équipe de médiateurs culturels qui sont quasiment dédiés et qui consacrent la quasi-exclusivité de leur temps à l'accueil des publics scolaires, au développement d'une offre pédagogique spécifique pour tous les niveaux, et particulièrement pour les élèves du CM2, de 3e et de 1e, puisque la Grande Guerre est étudiée dans ces différents niveaux, et avec l'aide et le soutien de l'Académie, puisque dès le début, nous avons eu aussi la chance d'avoir un professeur relais, David Mitzenmaker, qui est dans la salle, et qui est présent au musée une demi-journée par semaine, qui nous aide à travailler sur ces programmes pour le secondaire, et un chargé de mission pour l'éducation nationale pour le 1er degré. Et donc,
on a travaillé avec de nombreux scolaires, puisque chaque année, on accueille entre 35 000 et 40 000 scolaires, avec de nombreux enseignants, et on propose une offre pédagogique, et on travaille sur des projets particuliers pour répondre aux demandes des enseignants ou pour les solliciter pour construire ensemble des projets. Ça, c'est bien, mais ça, c'est maintenant. Et maintenant, et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va continuer à faire ce qui a fonctionné, c'est-à-dire continuer à transmettre notre mémoire en réutilisant des choses de notre offre pédagogique qui fonctionnent. Donc, vous l'avez dit, et on s'est posé la question, comment donner du sens à cette période de l'histoire, notamment pour les CM2, par exemple, hier, certains disaient, pour nos élèves, la 14-18, c'est la préhistoire. Eh bien, justement, comment faire du lien avec notre actualité? Et on a imaginé une visite guidée qui s'appelle « D'hier à aujourd'hui » pour travailler justement sur l'évolution des nouveaux moyens de communication, des nouveaux moyens technologiques en médecine. 14-18, c'est le basculement dans le XXe siècle. Et donc, on fait des parallèles avec ce qui existe aujourd'hui et ce qui existait déjà, ou ce qui a émergé à l'époque. On travaille aussi, là, pour le secondaire, plutôt du coup sur une approche critique de la période et le musée comme un élément de la représentation d'une période historique. Et on propose par exemple au secondaire des visites guidées consacrées à la muséographie. Et ça fonctionne très bien pour le troisième ou la première. Comment on apprend à décrypter un musée, puisque nous ne sommes pas une encyclopédie, nous n'avons pas la parole et la science infuse. Nous donnons une représentation de cette période historique à travers une collection et une mise en scène de cette collection. Et donc ça, c'est une visite guidée qui marche. On cherche à affûter le sens critique. Et d'ailleurs, là, M. Casals vient de parler de la question des images et de l'analyse de ces images. Et je pense qu'on va travailler aussi à développer des ateliers sur la lecture d'images, les fausses rumeurs qui circulaient déjà à l'époque. Les fake news ne sont pas l'apanage de notre temps. Ouais, et les fausses nouvelles de la guerre décrites par Marc Bloch en particulier. Et donc, il y a ce travail-là, mais comment vous allez aborder le creux, justement? Est-ce que vous y avez pensé? J'imagine que vous y avez pensé, oui, à ce creux. C'est une de nos C'est une préoccupation. On espère vous accueillir nombreux avec vos élèves et vos classes dans le musée pour Parce qu'il n'y aura pas le bruit médiatique qu'il y a eu pendant 4 ans ou 5 ans, si vous voulez. C'est-à-dire que là, maintenant, ça va peut-être un peu retomber du point de vue des médias. Et donc, l'intérêt que l'on porte à ce conflit est peut-être un petit peu, non pas derrière nous, c'est toujours devant nous, mais c'est toujours un peu à renouveler en tous les cas. C'est ça, donc renouveler les regards, renouveler les approches, en se servant de ce qui a été produit pendant ces 4 ou 5 années. Donc en travaillant aussi en réseau, l'importance, ça nous a permis, ce centenaire aussi, notamment grâce à la mission, de développer des réseaux, et notamment sur le plan académique. Donc maintenant, on travaille en relation étroite avec l'Académie de Créteil, par exemple, ou l'Académie de Paris, en organisant des formations pour les enseignants. Et par exemple, en 2018, nous avons organisé un séminaire académique avec l'inspection générale d'histoire-géographie, en croisant les approches et en proposant une approche comparée sur les sorties de guerre entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc vous vous projetez déjà dans la commémoration future. C'est ça, on exploite tous les anniversaires. Voilà, c'est ça. C'est très opportuniste. Je vais redonner la parole à d'autres participants, et en particulier à vous, Hélène Pradas-Billot, si vous voulez bien prendre la parole maintenant, puisque effectivement la DPMA, on l'a dit, a été un des grands acteurs de cette commémoration. C'est un peu la même question que je viens de poser donc, à propos de ce musée de la Grande Guerre de Meaux à Helena Le Gall. Qu'est-ce qu'on peut faire après? C'est-à-dire qu'on sait que ce moment de commémoration a été un moment de discours, de discussion, de débat. On en a parlé avec Rémi Casals à l'instant, entre historiens et société civile, mais aussi de sortie de centaines et de milliers de documents dont on n'avait même pas connaissance auparavant, en particulier grâce à la Grande Collecte. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, justement? Ce qu'on fait, c'est qu'à la fois on continue, on intensifie. Je crois que l'action de l'État, elle doit être solide, durable pour soutenir la dynamique mémorielle et l'action mémorielle vis-à-vis des jeunes publics. L'État, en l'occurrence le ministère des Armées, est particulièrement vigilant à ce que cette dynamique ne s'essouffle pas et continue. Tout à l'heure, le professeur disait un engagement, c'est un engagement, l'engagement du ministère des Armées, de la DPMA, à soutenir des projets, la formation des enseignants,
les projets scolaires, bien sûr, les projets des lieux de mémoire aussi, qui contribuent à avoir une offre pédagogique pour les jeunes publics importante. Cet engagement, il va se poursuivre. Alors très concrètement, sous quelle forme? La première chose, c'est que nous sommes vigilants à ce que le soutien aux projets relatifs à la Première Guerre mondiale continue bien. Pour vous donner un exemple très concret, nous réfléchissons en lien avec l'éducation nationale et l'enseignement agricole. Je souligne le partenaire important qu'est l'enseignement agricole aussi. Voilà. Nous réfléchissons donc avec ces deux ministères sur le fait d'avoir des appels à projets pédagogiques à la rentrée scolaire prochaine qui englobent bien la période de la Première Guerre mondiale. Nous réfléchissons à un appel à projet sur les paysages de guerre. Je crois que le musée de Meaux a réfléchi aussi à cette thématique. Une note sur les reporters de guerre. Dieu sait que les reporters de guerre, la Première Guerre mondiale a eu un rôle qui était particulièrement important. Un autre sur l'engagement militaire du général de Gaulle, incluant évidemment la Première Guerre mondiale. Mais cet exemple très concret pour vous dire qu'on est très vigilant à ce que la Grande Guerre continue à faire partie des actions pédagogiques proposées aux enseignants. Mais néanmoins, on peut dire que, et ça a été salué par Rémi Casals, que la façon dont a fonctionné la mission, en particulier avec les différentes tendances historiographiques autour de la Première Guerre mondiale, a permis justement d'avoir une commémoration relativement apaisée. Si on se projette dans des commémorations à venir de conflits ou de guerres qui sont donc devant nous, bien que derrière nous, historiquement parlant, eh bien ces commémorations seront peut-être moins apaisées. Donc il va falloir aussi réfléchir à comment faire pour pouvoir soit calmer les ardeurs, permettre à tous de prendre part à des commémorations de ce type, mais aussi peut-être imaginer que le conflit peut être aussi présent dans une commémoration à venir. Totalement. Alors nous avons il a été très souvent question ces derniers jours sur la façon de mieux associer les jeunes aux commémorations. Nous réfléchissons par exemple évidemment aux commémorations du 75e anniversaire du débarquement, les commémorations qui vont avoir lieu dans les prochains cycles mémoriels autour de la libération, la résistance, les 11 journées nationales. Le ministère des Armées organise ces journées. Très simplement, nous faisons fructifier aussi tout ce qu'a appris le centenaire et d'autres cycles mémoriels pour continuer à associer, par exemple, les jeunes avec intelligence, vigilance. Il a été beaucoup question de jeunes acteurs des commémorations. Ça veut dire des choses très concrètes derrière. Ça veut dire que les jeunes qu'on associe sont impliqués dans des projets mémoriels. Pas plus tard qu'hier, nous réfléchissions avec l'Académie de Bordeaux, la délégation académique, culturelle, même les jeunes qui chantent dans les commémorations. On veille à ce qu'il y ait un vrai projet derrière. Donc, c'est vraiment vous dire qu'on continue sur le fait de faire des temps de commémoration quelque chose d'intelligent, clairvoyant pour la jeunesse en particulier. Par exemple, si on poursuit l'élan qui a été celui de la Première Guerre mondiale un peu plus tard dans les années 20, il y a la Syrie et le Liban. J'imagine que la DPMA peut être intégrée dans ces questions-là, mais évidemment avec un écho très particulier avec l'actualité d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que l'on fait justement avec une commémoration qui peut se poursuivre au milieu des années 2020, mais avec effectivement des tensions qui sont très présentes dans cette région aujourd'hui? Est-ce qu'on l'envisage? Est-ce qu'on y réfléchit? Est-ce qu'on le met sous le boisseau parce qu'on se dit que ça n'est pas très pratique étant donné le contexte actuel? Qu'est-ce qu'on en fait de cela? Vous ouvrez la porte à quelque chose qui est très important et dont il a été question hier, notamment dans une des tables rondes. C'est l'action dans le domaine de la mémoire partagée. Donc, le ministère des Armées a conclu 9 accords de mémoire partagée avec différents pays. Ça date des années 2003, 2006. Donc, vous voyez, évidemment, ces coopérations aujourd'hui prennent un tout autre cadre, mais encouragent beaucoup ces coopérations mémorielles avec d'autres pays. L'Allemagne, dont il a été question hier à travers l'intervention notamment de l'OFAGE, l'Éthiopie, il y a aussi des pays avec des mémoires et des alliances auxquelles on n'avait pas forcément pensé, mais qui sont très demandeurs de soutien. Les pays aussi du front de l'Est. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, avec quand même la difficulté, moi je tiens à le souligner, pour l'action pédagogique en matière de mémoire partagée, c'est que c'est compliqué aussi pour les classes. Il faut aussi imaginer des modes d'échange qui soient différents
Parce que se déplacer, Et faire vous avez venir, imaginé des modes compliqué. d'échange différents, justement? Oui, pas mal sous l'angle numérique, mais je pense qu'il y a des choses aussi, c'est-à-dire des partages de projets avec des échanges par voie numérique, en utilisant aussi les nouvelles technologies, l'audiovisuel. Tout ça, je pense, est une vraie voie d'avenir aussi pour l'action mémorielle, à conduire en partenariat avec différents acteurs. Je vais passer la parole à votre voisine, Annick Péjon. Parce que vous vous trouvez effectivement en tant que responsable du service éducatif des Archives nationales à la tête d'un patrimoine considérable qui s'est considérablement enrichi, on l'a dit, grâce à la grande collecte, mais aussi d'un intérêt nouveau qui a été porté à la fois par les enseignants qui connaissaient évidemment vos fonds, mais par le grand public, pourrait-on dire, à cette existence même des Archives nationales. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce cumul, pourrait-on dire, à la fois d'intérêt, de désir vis-à-vis des archives qui n'étaient peut-être pas si présents auparavant, mais aussi de cette accumulation de savoir et de connaissances qu'il va falloir classer, trier, étudier, proposer à des jeunes étudiants ou étudiantes en histoire de l'art et dans tous les domaines de la connaissance? Plusieurs éléments de réponse en fait à votre question. D'abord sur la connaissance des fonds de par des enseignants. C'est vrai que très souvent je fais la remarque suivante, c'est-à-dire que les enseignants ont l'habitude d'aller vers les musées naturellement. Donc effectivement, le centenaire de la guerre commence, on va aller d'abord à l'Historial de Péronne, au Mémorial de Verdun. C'est des lieux évidents. Je n'ai pas parlé du musée de Meaux, mais bien sûr, il y a d'autres institutions culturelles du même type. En revanche, ils n'ont pas forcément une connaissance des archives. C'est-à-dire tous les enseignants, effectivement, n'ont pas fait des mémoires de recherche. Et notre première préoccupation, c'est effectivement de faire connaître ces fonds. Donc, on l'a vu dans les différents projets qui ont été proposés, montrés lors de ces assises, les archives numérisées sont à la base effectivement de beaucoup de projets. Donc là, il y a un effort considérable qui a été fait par l'ensemble du réseau Archives pour ces campagnes de numérisation. En revanche, on a aussi beaucoup d'enseignants qui sont venus vers nous, en fait, porteurs de projets, et qui souhaitaient travailler sur le document original. Et là, en fait, le centenaire va nous avoir assuré également auprès de l'ensemble de ces enseignants d'une vraie visibilité à la fois en termes de ressources, mais aussi en termes d'équipe éducative en capacité de recevoir les élèves. Donc, il y a cette dimension-là, mais il y a aussi toute la dimension justement de ce fonds à transmettre d'une certaine façon. Et parmi ce fonds, vous êtes aussi d'une certaine façon tributaire du fait, comme on parlait tout à l'heure de Patrick Garcia, qui a travaillé pour le bicentenaire sur ce qui s'est passé dans le bicentenaire, c'est-à-dire que le centenaire, c'est déjà de l'histoire. Donc toutes les archives du centenaire deviennent des archives historiques pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement le centenaire d'une guerre qui s'est déroulée 100 ans plus tôt, mais il y a aussi l'anniversaire dans un an de la fin d'une mission qui a elle-même eu un travail de collectage, d'animation, de fléchage, pourrait-on dire aussi, du type de commémoration que l'on fait. Et donc sur la réflexion de ce qu'est une commémoration pour les Archives nationales, j'imagine que c'est assez important. Voilà, on a déjà d'ailleurs même commencé en fait à exploiter justement les archives du bicentenaire de la Révolution française. C'était suite aux attentats de 2015. Nous avons en fait eu énormément d'annulations pour les raisons que vous comprenez avec l'établissement du plan Vigipirate, et des enseignants en fait très emparés dans leur classe qui voulaient venir vers les archives. Et quelle réponse pouvions-nous faire? Et là, nous nous sommes associés en fait à la BNF qui lançait un portail sur la laïcité. Donc, on a proposé en fait un répertoire numérique de documents qui illustrent. Excusez-moi, j'ai un souci. C'est mieux, allez-y. Qui illustrait en fait la thématique dire et représenter la République. Donc dire et représenter la République, effectivement, il y a un certain nombre d'archives sur la célébration du bicentenaire qui nous ont servi et que vous pouvez retrouver sur le site conjoint que nous avons fait avec la BNF. Donc forcément, il y aura effectivement un après. Et puis l'après, c'est aussi l'exploitation de fonds d'archives que nous n'avons pas effectivement encore exploités. Quelque part, moi j'ai envie de dire que le centenaire n'est pas terminé. On va continuer avec les archives de la reconstruction, qui sera à la fois une recherche d'archives, mais aussi une recherche sur le terrain. On sait qu'on a des enseignants, en particulier dans le nord et l'est de la France, qui sont intéressés par ces thématiques. On a parlé aussi des monuments aux morts, donc comme entrée avec les listes nominatives. Mais si quelques monuments aux morts ont été en fait commandés pendant le conflit, on a en fait surtout des monuments qui ont été commandés dans l'après. Et là, aux Archives nationales, on a effectivement aussi des dossiers d'artistes qui sont sollicités
et qui sont assez intéressants parce qu'on va pouvoir à la fois étudier les attributs sur ces monuments aux morts, la façon dont a été construite l'iconographie de ces monuments. Et il y a aussi cette initiative de la Grande Collecte, qui est que d'une certaine façon, vous allez tirer parti pour d'autres occasions commémoratives. Vous allez tirer parti de cette expérience, c'est-à-dire d'abord d'avoir tenté quelque chose, d'avoir été submergé par le succès de cette Grande Collecte, et ensuite de savoir comment on peut faire dans d'autres cas commémoratifs autour justement de ces mémoires familiales, ces mémoires régionales qui peuvent d'un seul coup irriguer tout le réseau des archives partout en France. Donc vous savez certainement que cette Grande Collecte a eu des prolongements, oui. Avec effectivement une collecte sur les rapports entre France et Afrique, l'histoire des femmes. Donc on peut imaginer effectivement que d'autres initiatives de ce type soient envisagées dans l'avenir, mais n'appartiennent pas simplement aux archives nationales, mais plus largement au réseau des archives, et en particulier au service interministériel des archives. Mais pour nous, ça a été une réelle opportunité. Globalement, les enseignants ne venaient pas avant le centenaire aux archives pour des ateliers sur la guerre de 14-18, parce qu'effectivement, on va d'abord se diriger vers des musées, vers le service historique de la défense, vers le CPAD. Et là, la Grande Collecte est une réelle opportunité. Nous avons effectivement de quoi enrichir les ateliers pédagogiques proposés aux élèves et aux enseignants, avec non seulement un rapport à l'archive. Et là, c'est quelque chose qui est incontournable. Je ne sais pas, on est un certain nombre ici, historiens, à avoir ce souvenir du premier carton d'archives, de l'ouvrir, de parcourir ça, de comprendre également ce que l'on a sous les yeux, de l'analyser. Et c'est vrai que pour les élèves, c'est une excellente entrée. Bertrand Lecureur, vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée Jacques Prévert à Rouen et vous travaillez aussi donc, au MUNAE à Rouen. Il y a eu tout le programme qui a été mis en place par le MUNAE, et étant donné le temps, on n'aura peut-être pas le temps de tout déployer ici même, mais c'est un peu la même question que pour les archives ou que pour le musée de la Grande Guerre de Meaux, c'est-à-dire qu'une institution ouverte au public se doit justement à la fois d'être force de proposition, mais aussi de recevoir ce que le public vous dit. Est-ce que justement, à l'occasion des diverses expositions qui ont été organisées et qui ont circulé par le MUNAE autour de la Grande Guerre, vous avez été surpris soit de l'engouement, soit de l'intérêt, soit de ce qu'on vous a proposé pour rentrer dans vos propres fonds, par exemple? Et est-ce que ça vous a donné des idées sur l'avenir de ce type de commémoration dans une institution comme le MUNAE? Oui. Alors déjà donc j'appartiens donc au lycée Jacques Prévert de Pont-Audemer dans l'Eure, et j'interviens donc au nom du musée national de l'éducation de Rouen, MUNAE, donc institution dans laquelle je suis chargé de conservation et de recherche sur un demi-poste. Alors effectivement, donc dans nos fonds, il y a profusion de documents sur l'école et la Première Guerre mondiale, mais même avant, sur la période donc 1871-1914 et au-delà également, de 1919 à 1939, et bien sûr au-delà de 1939. Et donc face à cette profusion d'archives, nous en avons sorti en 2015 3 expositions. Donc l'une consacrée au contexte de la Première Guerre mondiale, 1871-1914. Donc ces 3 volets s'intitulent Les enfants de la patrie. Le premier volet a pour sous-titre Vive la patrie. Donc une deuxième exposition qui s'intitule La patrie en danger, donc vous l'aurez compris, sur la période 1914-1918, et un 3e volet, Petit français, n'oubliez jamais. Alors ces 3 expositions qui ont été présentées donc à Rouen au Musée national de l'éducation en 2015 ont pris une forme itinérante, c'est-à-dire donc 3 expositions d'une dizaine de panneaux amovibles qui sont depuis donc 2015 à disposition des enseignants, mais également des centres culturels, pas uniquement des établissements scolaires, et qui vont le rester pour un temps indéfini. Il y a plusieurs jeux, plusieurs exemplaires de ces expositions, donc il n'y a pas de problème pour les fournir. Et donc ces expositions, elles présentent une sélection. Alors,
comme toujours dans toute sélection, on a été obligé de laisser de côté des œuvres majeures, mais une sélection donc des meilleurs documents sur cette large période 1871-1939. Alors, on a remarqué donc un flux constant de demandes de réservation, location de ces expositions qui circulent dans les établissements scolaires, et ce rythme ne devrait pas faiblir, puisqu'on a remarqué que certains enseignants, en laissant peut-être parfois passer une année, ont pris l'habitude de présenter le premier conflit mondial à partir de l'exposition itinérante. Ça a donné lieu par moments à des projets donc interdegrés, c'est-à-dire que dans certains lycées, l'exposition est donc retenue, installée pour 3 semaines. Une classe des élèves se l'approprie, travaille dessus et vont inviter leurs camarades de collège ou de CM1, CM2, donc des établissements, des écoles primaires et collèges de secteur, pour leur présenter ces expositions. Donc on peut travailler, on en parlait hier avec Benoît Falaise, donc l'interdegré, grâce à ce genre de projet. Alors au Musée national de l'éducation, il y a eu également des ateliers qui ont été très régulièrement donc organisés, qui ont recueilli un franc succès auprès d'élèves, mais aussi en période de vacances auprès de jeunes, de centres aérés. Et ces ateliers donc portaient sur les affiches de propagande. On en a parlé tout à l'heure. Donc on a trouvé un fond d'affiches de propagande réalisé par des élèves d'écoles primaires, de plusieurs écoles primaires parisiennes pendant la Première Guerre mondiale. Donc, c'est un fonds qui est chez vous? Oui, c'est un fonds qui est à Rouen, au Musée national de l'éducation. Donc des affiches de propagande incitant les jeunes à mener des quêtes pour récolter de l'argent, pour soutenir l'effort de guerre, à faire des sacrifices, à correspondre avec des soldats. Et on a fait travailler, donc, une centaine d'années après, des jeunes sur ces affiches de propagande pour travailler avec eux leur regard, leur observation, et bien au-delà, donc, les sensibiliser à tout ce qui pouvait être œuvre de propagande. Rémi Casas parlait tout à l'heure des nouvelles sensibilités. On sait bien effectivement combien un conflit comme le premier conflit mondial donne lieu à des interprétations qui sont très différentes, parce que effectivement la guerre s'étant éloignée, et il le mentionnait avec beaucoup de justesse, pour des générations qui ne l'ont jamais connue, sauf ceux qui, militaires donc engagés, font la guerre au nom de tous les autres, mais ça n'est plus la conscription. Tout cela effectivement pose des questions d'accompagnement, pourrait-on dire, de ce que l'on dit, de ce que l'on fait à partir de ces collections. Est-ce que c'est encore compréhensible, tout le travail pédagogique, pour faire comprendre justement ce qu'était l'engagement d'une classe ou d'une classe d'âge dans le conflit, à qui on faisait faire des outils de propagande, par exemple, pendant le premier conflit? C'est compréhensible pour les jeunes élèves aujourd'hui? C'est difficile à faire comprendre? Comment on arrive à faire passer ça? Oui, c'est assez difficile à faire comprendre, parce que aujourd'hui, on ne ferait plus du tout, fort heureusement, travailler nos élèves donc dans un sens de propagande. Mais donc il y a un très très gros travail à mener en amont pour bien leur faire comprendre à ces élèves qu'il s'agissait d'une autre époque, qu'il s'agissait d'un autre contexte, avec donc peut-être pas également tous les médias, tout l'accès aux informations que l'on peut avoir aujourd'hui. Il faut essayer, alors on bute parfois sur les limites liées à l'âge, à la jeunesse, mais essayer vraiment de faire un très très grand travail pour les replonger avant dans le contexte, de manière à ce qu'il n'y ait pas de fausses interprétations de tout cela. Christian Laude, vous êtes vice-président donc, de l'association de la PSG, donc, et vous pouvez nous parler justement en particulier de ce qu'on mobilise en tant que professeur, du savoir de ses élèves ou de son propre savoir, pour pouvoir justement faire passer, peut-être parfois avec une certaine difficulté, faire passer une époque qui apparaît très proche, mais qui est déjà une époque très lointaine. 100 ans en arrière, c'est très compliqué. Comment est-ce qu'on fait, d'autant que on a compris en regardant les petits films qui étaient diffusés ici par des professeurs et leurs classes, qu'il y a une approche par l'émotion, par exemple.
qui parfois est compliqué à gérer vis-à-vis de certaines classes. Ça n'est pas simplement une approche par le raisonnement, par la raison, mais par la façon dont on peut percevoir ce qu'est une émotion d'aujourd'hui face à une émotion d'hier, en l'occurrence. Est-ce que c'est compliqué ? C'est compliqué, en effet. Alors, j'appuierai ma réponse sur l'exemple de la Picardie où j'enseigne, une académie du front, et sur l'expérience que j'ai pu avoir en tant que président de la PHG Picardie de 2008 à 2016, et puis ensuite vice-président jusqu'en 2018. Donc je tiens à souligner, avant de répondre plus précisément à votre question, je tiens à remercier l'implication de la mission du centenaire qui a vraiment fourni un travail exceptionnel. Et je voudrais souligner que nous sommes dans une dynamique commémorative exceptionnelle et qu'il faut bien se dire que ce caractère exceptionnel, par définition, n'est pas appelé à durer. N'est pas normal. Voilà. L'exceptionnel normal, ça existe, mais c'est un concept voilà. historique. Donc, pour répondre à votre question, lorsque j'ai débuté ma carrière dans un collège, on se situait sur la ligne de front. Donc, en fait, lorsque je commençais le cours sur la Première Guerre mondiale, je demandais aux élèves de se lever. Alors, ils étaient tout heureux. Enfin, on pouvait se déplacer librement dans la classe, aller vers la fenêtre et de regarder le paysage, tout simplement. Parce que juste à côté du collège, il y avait l'Aisne. En face, il y avait les territoires occupés par les Allemands. Il y avait l'Aisne et nous, on était du côté donc, de l'entente. Donc, ça peut être une entrée. Ça peut être une entrée pour travailler avec les élèves. La visite de carrière, le travail sur le terrain lorsqu'on habite une académie du front. Après, il faut bien être conscient que l'on mène un travail d'histoire et qu'il faut replacer tout cela dans un contexte. Là, je vais parler davantage au nom de la PHG. Au nom de l'association, l'un des objectifs de l'association, c'est de justement fournir aux collègues, de donner aux collègues les moyens de mettre en perspective toute cette histoire. C'est vraiment cela qui est important et je suis très heureux d'avoir écouté Rémi Calzas et d'avoir entendu de sa part cet élément, mais ça ne m'étonne pas de lui, qu'il est vraiment très important d'avoir des éléments historiques précis, qu'il faut être rigoureux. Donc c'est dans cet esprit qu'on a publié, je ne vais pas rappeler les différentes publications de l'association ici, ce n'est pas l'objet, mais des articles scientifiques. On a donné la parole à des historiens pour qu'ils présentent aux collègues, pour qu'ils vulgarisent aux collègues les avancées du point de vue de la recherche. Par exemple, dans le dernier dossier sur l'année 1918, le 11 novembre avec les travaux de Victor Demiot, mais également le 11 novembre des combattants avec un certain Alexandre Lafont. Voilà. Et ensuite, en proposant des transpositions pédagogiques. Il faut vraiment que l'enseignant, à mon sens, ait des connaissances solides et la formation continue, la formation initiale, ensuite la formation continue joue un rôle très important pour qu'ensuite on évite tous ces écueils et de tomber dans la simple émotion qui serait peu productive. Alors, tout de même, on sait que sur certains secteurs de l'histoire, et on le sait en particulier pour la Seconde Guerre mondiale, pour la déportation, pour la Shoah, il y a cette question justement de traiter de l'émotion, de l'intégrer dans l'enseignement. C'est-à-dire que, évidemment, quand on fait venir un ancien ou une ancienne déportée dans sa classe, ça n'est pas simplement que du savoir qui est transmis. C'est du savoir, mais c'est aussi autre chose, un contact physique. Alors, on n'a plus de poilus à disposition pour pouvoir faire la même chose sur la Première Guerre mondiale, mais néanmoins, ça pose une question sur les capacités et les possibilités de la gestion de cette émotion. Quand on fait lire des lettres très dures à entendre de soldats qui vont mourir au front à leurs femmes, des lettres d'amour, des choses comme ça, c'est faire réintégrer l'émotion dans la classe. Donc c'est une des questions qu'on peut se poser. C'est toute la complexité. C'est pour ça que c'est vraiment une question très, très pertinente, parce que c'est vraiment la difficulté de notre travail. Pour la Seconde Guerre mondiale, plus récemment, j'ai fait travailler les élèves sur la guerre d'Algérie. Donc, mais c'est tout l'objectif de notre enseignement, pour le secondaire de la 6e jusqu'à la terminale. On doit progressivement amener les élèves à développer leur esprit critique, justement, et à faire la part de ce qui relève de l'émotion et ensuite de l'analyse historique, avec parfois des avis divergents. Sans pour autant mettre à l'écart l'émotion, c'est-à-dire savoir qu'elle existe. Et qu'elle sera forcément présente. Ça peut être un moteur de l'histoire. Il y a des historiens qui travaillent aujourd'hui sur l'histoire des émotions, donc ça peut être important. Bien sûr, ça peut être une porte d'entrée, ça peut être un moteur, mais ensuite il faut bien analyser tout cela, trouver des clés de lecture, et ça me semble vraiment primordial.
Laurent Marien, vous êtes juste à côté, vous êtes référent en mémoire et citoyenneté dans une académie qui m'est chère, puisque c'est la mienne, celle de Poitiers. Vous vouliez insister sur le moment, justement, je parlais d'émotion, de catalyseur, qui était justement une commémoration pour les élèves, c'est-à-dire ce moment où il y a une occasion particulière, un centenaire par exemple, et ce centenaire peut servir à catalyser, donc là aussi jouer sur les émotions, sur la raison, sur l'enseignement, sur tout un tas de registres différents, pour pouvoir leur faire appréhender un passé qui est trop loin d'eux d'une certaine façon. Alors il est évident que ces différentes manifestations qu'on espère voir perdurer sont logiquement des moments très forts dans la scolarité, dans le parcours de l'élève, un petit peu à la manière aussi des voyages scolaires à l'étranger, par exemple, qui marquent considérablement les esprits. Et donc c'est évidemment un élément sur lequel il faut aussi travailler. Et très concrètement, si un enseignant d'histoire-géographie peut être mal à l'aise avec l'idée de saisir la question de la sensibilité, peut-être qu'un enseignant de lettres, qui peut-être fait un atelier théâtre dans son établissement, sera plus à l'aise. Peut-être qu'un professeur de musique, d'art plastique, sera plus à l'aise. Et donc c'est l'idée aussi de mobiliser, et c'est là où il y a l'idée de catalyser aussi, voilà, une synergie en fait. Alors on a un bel exemple de synergie avec les différents intervenants. On a des associations, on a des institutions, on a des universités aussi qui renouvellent le savoir, qui travaillent aussi sur des choses parfois très locales et qui sont indispensables pour que les élèves aussi puissent finalement s'emparer d'un certain nombre de choses qui leur appartient, qui est sur leur territoire, qui vont les toucher. Et tout ceci, finalement, c'est un petit peu le rôle que nous avons au niveau académique, mobiliser dans le même sens, jusqu'à une forme de reconnaissance qui correspond à ces temps forts. En fait. Et qu'est-ce que vous avez tiré justement de ces années de centenaire qui pourrait être utile un autre moment, dans un autre contexte, et qui serait, pourrait-on dire, peut-être des invariants justement de la commémoration à l'intérieur d'une école comme la nôtre? Quand ce sont des demandes qui sont aussi institutionnelles, c'est beaucoup plus facile. Et on voit que la synergie, elle est plus aisée. Tout le monde part plus ou moins en même temps. Et donc on trouve facilement de l'aide, si j'ose dire. Je vous donne un exemple. Quand en 2014, on a cherché à travailler notre deuxième journée de formation académique sur ce thème-là, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire sur la région. Parce qu'évidemment, on est une académie de l'arrière. Et on se demandait ce qui pouvait être, pour les élèves, un élément clé de la Première Guerre mondiale. Et je vous avoue que la discussion a été très courte. Et puis finalement, on a réussi à solliciter une enseignante qui venait juste de finir son Master 1 sur les Américains dans le port de La Rochelle, donc à la fin du premier conflit. Et il y a quelques semaines, donc, le maître de conférence, qui était le directeur de recherche de cette étudiante, a publié la Première Guerre mondiale en Charente-Maritime. Donc, on voit que sur les savoirs, il y a un renouvellement, il y a une territorialisation qui nous est utile, et peut-être en particulier pour le premier degré, mais pas seulement. Sur les institutions telles que les archives départementales, là aussi on voit qu'il y a une très forte mobilisation. Il y a une production, alors évidemment ils bénéficient aussi de l'aide de services éducatifs, mais là aussi on voit bien qu'il y a une synergie entre ces institutions et l'éducation nationale. La mobilisation des associations aussi. On a dans l'académie, alors en particulier quelques enseignants en retraite qui sont engagés dans des recherches, qui viennent de publier des choses sur les instituteurs de la Vienne dans la Première Guerre mondiale. Donc des éléments qui sont vraiment à la base finalement du travail qui doit être conduit. Mais on a l'impression en vous entendant qu'on est dans une commémoration, pourrait-on dire, sans reprendre la métaphore maritime, à marée haute. C'est-à-dire qu'on est vraiment une commémoration où le nombre de participants, le nombre d'institutions, le nombre de gens qui, à un moment ou à un donné, se sont intéressés à cette question-là est considérable. Est-ce qu'on réfléchit aussi à une commémoration à marée plus basse, c'est-à-dire à des moments où ça ne marche pas, parce que ça peut ne pas marcher non plus, certaines commémorations. Donc, mais comment justement on gradue entre une commémoration très forte, avec beaucoup d'acteurs qui d'une certaine façon vous soutiennent dans la commémoration et vous permettent de la faire le mieux possible, et des moments où c'est peut-être moins le cas? Alors d'abord, notre mission, c'est qu'effectivement, on n'arrive pas à marée basse, qu'on reste plutôt sur une marée haute, ce serait bien. L'idée, c'est que on doit faire fructifier d'abord ce qui a été mis en œuvre, ce qui a été créé, et toute cette mobilisation. Faire connaître le travail de médiation, et notamment auprès des enseignants, de la formation continue, ça a été évoqué, sont des éléments qui sont essentiels, à la fois sur des contenus,
mais aussi sur des acteurs possibles qui vont participer à un travail de construction de séquences tels que les archives départementales, par exemple. Et puis, il y a aussi cette dimension très forte qui est que c'est aussi l'occasion pour des chercheurs qui ne sont pas toujours liés à la question de l'enseignement secondaire, par exemple, ou l'enseignement primaire, de faire le lien. Et on sait très bien combien on a des difficultés à faire passer de l'un à l'autre, qu'il peut même y avoir des tensions parfois entre enseignants du secondaire et enseignants du supérieur en disant vous discutez de questions que nous ne pouvons même pas aborder en classe. Est-ce que ces moments commémoratifs sont des moments qui permettent justement de faire percoler les deux milieux? Oui. On a des journées d'études, on a des journées de formation continue, c'est des choses qui sont possibles. Et puis, si j'ose dire, les programmes nous y aident. On les critique souvent, mais s'ils n'étaient pas là, ce serait peut-être encore plus compliqué. Là, on a une base de départ et finalement, tout le monde peut relever le défi pour mettre en œuvre ces programmes, y compris les universitaires qui sont généralement de très bonne volonté. Christian Lehaude, vous voulez réagir sur cette question-là? Je confirme vraiment qu'il y a de bons liens entre la plupart des universitaires et les enseignants du secondaire. Moi, j'ai pu le croiser en coordonnant des publications scientifiques où, lorsqu'ils sont sollicités, les collègues universitaires ont plaisir véritablement à fournir des textes et voire également à penser à des transpositions pédagogiques. Par exemple, je prends l'exemple d'Emmanuel Cronier qui avait fait un article sur l'alimentation et qui s'est coordonné avec un intervenant de la BDIC Nouvelle Contemporaine, je crois, pour une transposition à partir de documents. Donc c'est quelque chose qu'ils ont plaisir à faire, je pense, dans ce que j'ai pu voir, et certains sont même intervenus dans les classes. C'est le cas, par exemple, de Jean-Paul Amade qui est intervenu dans des classes dans les lycées. Et puis, il y a aussi une troisième dimension, c'est qu'il y a les historiens professionnels, qu'ils soient dans le secondaire, dans le primaire ou dans le supérieur. Et puis, il y a les historiens dits amateurs qui, dans ces moments très vifs, où on fait sortir des documents, où on sent un intérêt particulier, et c'était dit tout à l'heure par Rémi Casals, vont publier à compte d'auteur le récit de leur grand-père, etc. Donc, il y a aussi l'intrusion, l'entrée dans un monde académique, pourrait-on dire, de tout un tas de gens qui s'intéressent au passé, et ça c'est quelque chose de très fort dans une société que de savoir qu'il y a des acteurs qui sont payés pour ça, qui sont des enseignants, des chercheurs, etc. Mais il y a aussi des acteurs qui le font par désir et par plaisir. En effet, oui, c'est tout le travail des sociétés historiques notamment. Moi j'ai beaucoup travaillé avec Philippe Nivet, et dans ses publications, régulièrement, il y a des références à des travaux réalisés dans le cadre des sociétés historiques. Et vous avez noté ça aussi, Bertrand Lecœureur? Oui, alors très souvent donc, au Musée national de l'éducation, donc, des historiens viennent faire des conférences, des enseignants assistent à ces conférences, donc le lien se fait dans nos murs. Et effectivement, de là, parfois, donc, se développent des projets pour que ces universitaires reviennent après donc, intervenir dans les établissements scolaires. Ça se pratique, on en a déjà eu des exemples. Hélène Vradas-Billot, sur ces questions-là. Oui, je voulais revenir sur ce qui a été dit sur la marée haute et marée basse du soutien au projet, parce que je trouve que c'est très important. En l'occurrence, la question que vous posiez, c'était en dehors des cycles mémoriels, une fois qu'on termine un cycle mémoriel, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'essoufflement du soutien? On l'a connu en tout cas pour le bicentenaire. Voilà. Alors, ce qui est très important, c'est que, d'abord, j'ai envie de dire, les projets pédagogiques mémoriels dans les classes n'attendent pas les cycles mémoriels pour exister. Ça, c'est rassurant, et les enseignants qui sont là, je pense, le savent vraiment. Pour vous donner un exemple très concret, au ministère des Armées, à la DPMA, par an, on soutient environ 800 projets pédagogiques mémoriels ou d'enseignement de défense. Ceux qui sont dans les cycles mémoriels ou dans le cycle mémoriel prédominant, ça importe à peu près 30% du volume des projets. Donc ça veut dire qu'il y a un fourmillement de projets pédagogiques qui sont en dehors des cycles mémoriels, qui reposent sur quoi? Sur l'histoire locale, les ressources locales, un contexte particulier d'établissement où un intervenant peut arriver, un enseignant qui est passionné par un domaine particulier, de plusieurs disciplines d'ailleurs. Donc je pense que c'est vraiment important de le dire parce qu'il est certainement une responsabilité aussi des acteurs publics, et notamment dans le domaine des actions pour la jeunesse, d'être très vigilant à focaliser justement, mais pas trop quand même, sur le cycle mémoriel, parce que sinon, on risque de concentrer, d'orienter l'action pédagogique sur une mémoire et pas d'autre. Ouais. Et on a bien dit ces 2 derniers jours, que la mémoire, c'est aussi une diversité, les mémoires étaient plurielles, enfin, il y avait tout cela. Elena Le Gall, vous vouliez intervenir à nouveau, et Annick Péjon ensuite.
Oui, je voulais rebondir sur les deux choses qui viennent d'être dites. Bon, d'abord, effectivement, les enseignants n'attendent pas les cycles mémoriels et entre 2014 et 2018, nous n'avons pas été toujours au plein de la commémoration, et ce qui ne nous a pas empêché d'être sollicités par des enseignants sur des demandes spécifiques qui exploitent effectivement l'histoire locale ou un intérêt particulier, ou alors tout simplement l'institution culturelle, qui peut être les archives, le musée, un élément de patrimoine, pour construire des projets à proximité de chez eux. Donc par exemple, les lycées professionnels sont très familiers de cette démarche, et on avait travaillé avec un lycée sur la cuisine. Donc la cuisine a beaucoup été citée, c'est vrai qu'on aime tous manger, c'est pas désagréable comme projet, mais aussi des filières en design. Donc les élèves sont venus au musée dans le cadre de travaux sur la transformation du musée, le musée du futur, et ont proposé des projets pour développer de nouveaux espaces d'accueil, par exemple dans le musée. Donc ça peut aussi être un lieu d'expérimentation parce qu'on est tout simplement à proximité. Et puis aussi sur le lien entre les enseignants du secondaire et les universitaires, ça s'est quand même beaucoup développé, et même avec les historiens locaux. Au musée de la Grande Guerre, on organise chaque année une université d'été à destination des enseignants du premier et du second degré, avec des enseignants qui interviennent, des chercheurs, mais aussi des enseignants du premier et de second degré qui viennent présenter leurs projets, et on met en parallèle la recherche historique et le développement pédagogique sur le terrain. Annick Péjon, on sait combien les archives départementales, nationales, mais beaucoup les archives départementales ont bénéficié d'une sorte de sursaut dans les années 80-90 par l'arrivée de tout un tas d'historiens amateurs qui étaient généalogistes ou autres. Même si au début ça a posé quelques questions aux conservateurs des archives, ça s'est très bien réglé parce que ça a permis aussi une modernisation, un travail et puis un sens du service public. Vous l'avez senti justement pendant ce centenaire, ce bouillonnement entre professionnels et amateurs de l'histoire, entre gens qui étaient simplement passionnés par l'histoire de leur propre famille et puis d'autres qui voulaient faire des grandes fresques qui permettaient de mieux comprendre ce qu'avait été le premier conflit mondial. C'est vrai qu'il y a effectivement un intérêt qui a été manifesté par un certain nombre de lecteurs. Peut-être que la meilleure preuve, c'est autour du projet Traces de Poilu, Testament de Poilu, oui, qui est porté en fait par Christine Nougaret, qui est professeure à l'école des Chartes, et en interne aux Archives nationales par deux conservateurs, Françoise Limon-Bonnet. Il faut rappeler, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, ce projet, c'est un projet effectivement très intéressant de donc travail collaboratif. C'est un projet effectivement de transcription collaborative qui est ouvert en fait à un public bénévole qui va en fait contribuer à la transcription de ces testaments qui ont été en fait repérés dans les archives du Munité central de notaire parisien dans un premier temps, et puis ensuite aujourd'hui aux archives départementales des Yvelines, du Val d'Oise, donc c'est en train de s'étendre. On a fait appel en fait, excusez-moi, c'est pas du tout un projet du service éducatif, même si on travaille actuellement sur le développement en fait d'une application pédagogique autour de ce projet, on a fait donc appel effectivement à des bénévoles qui se sont révélés en fait très, très scrupuleux déjà de suivre les tutoriels qui étaient mis en place. Donc on a des transcriptions qui sont donc de en fait, qualité. Vous leur apprenez le travail de l'archive d'une certaine façon. Voilà, c'est pas la première expérience de ce type. Sûr, il y a déjà eu effectivement des expériences très, très heureuses dans ce domaine. Là, on a aussi effectivement des personnes qui, de toute façon, sont très intéressées par la guerre de 14-18. On s'est bien aperçu, en fait, c'est pareil au cours de ces journées, combien d'entre nous avons fait référence à nos propres histoires familiales. Donc, c'est des choses qui sont quand même très présentes. Et on disait, je crois que c'était avant-hier, où c'était difficile pour peut-être des élèves d'avoir ce rapport générationnel, mais il y a quand même beaucoup d'histoires dans les familles également qui ont surgi, et des élèves qui finalement ont été un peu d'eux-mêmes vers les sites Mémoire des Hommes, qui ont découvert les registres matricules. Moi j'ai encore un exemple la semaine dernière, d'élèves... un Kevin, pour revenir sur les pauvres Kevin qui sont généralement désignés du doigt. En fait, on en a rencontré beaucoup, effectivement, des jeunes gens qui semblaient un peu désabusés, pas très intéressés, et finalement qui se sont totalement pris au jeu. Alors, on est passé certainement effectivement par de l'émotion, mais très très rapidement, en fait, on est arrivé à des constructions de savoir historique. Oui, alors justement, c'est une des dernières questions que je voulais vous poser. Peut-être on aura le temps de poser une ou deux questions avant la pause. À tous et à toutes, c'était de savoir si vous aviez l'impression
que ce fourmillement, cette multiplicité d'initiatives, etc., avait donné un effet sur la connaissance de la Première Guerre mondiale. Alors vous allez me dire, oui, bien évidemment, les gens en savent plus après, mais sur les interprétations, sur la vision de l'histoire, sur, disons, c'était évoqué tout à l'heure par Rémi Casals, sur la façon de débugger les fausses nouvelles ou débugger la fausse vision de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire, est-ce que vous aviez l'impression qu'au bout du compte, tout ce savoir cumulé, tous ces apprentissages, etc., avaient donné un effet et que les gens que vous trouviez en face de vous à la fin de la commémoration étaient, disons, avaient moins d'idées reçues qui n'étaient pas fondées au point de vue historique qu'ils en avaient au début. Alors certainement, et là je reviens aussi sur la question de la formation continue. C'est vrai qu'on a une attente, il y a une attente vraiment très très forte de la part des enseignants. On est inscrit, comme beaucoup d'institutions, sur les plans académiques de formation qui sont co-construits avec les DAC, et il y a une attente très très forte de ce côté-là. Et c'est vrai, on a énormément aussi beaucoup d'enseignants du supérieur qui se rendent très très disponibles pour répondre aux questions. Et il y a réellement, en fait, mais c'est vrai pour la Première Guerre mondiale, ça sera vrai effectivement pour d'autres événements sur lesquels on travaillera dans l'avenir. Il y a vraiment, c'est très très important de faire ces points historiographiques pour éviter justement de partir. Parce que voilà, la recherche avance, on a des nouvelles interprétations, des nouvelles visions, etc. Est-ce qu'elles atteignent ce public plus large qui est le vôtre? C'est une des questions qu'on peut poser. Léna Le Gall, vous avez eu cette impression aussi? Oui, alors c'est compliqué de répondre à cette question. Mais parce qu'on n'a pas fait d'enquête, effectivement. Voilà, mais en tout cas, chacun d'entre nous s'est attaché, grâce à la recherche historique qui a émergé ces derniers temps, à traiter de différents sujets et à changer un peu de regard sur la Grande Guerre en abordant, je pense à la question de l'intime, par exemple, à travers les différents témoins, des questions plus sociales ou plus culturelles, et ça s'est ressenti dans les différentes institutions. Au musée, le plus flagrant, c'est à travers les expositions temporaires qu'on a pu proposer et qui sont quand même fréquentées par les publics. Donc on imagine et j'espère qu'ils en retirent quelque chose. C'est notre boulot, effectivement. S'ils n'en retiennent rien, c'est tout à fait dommage. Bertrand Lecœureur et puis les deux autres intervenants ou les trois autres intervenants pour conclure. Oui, alors donc là, on peut faire référence également au rôle des manuels scolaires qui sont en train tranquillement de prendre une forme numérique aujourd'hui. Dans les manuels scolaires, dans les dernières éditions, il y a toujours des pages sur le bilan, l'historiographie et un sujet, les avancées ou les débats quand il y en a. Tout ça renseigne quand même assez finement les enseignants et les élèves. Et je dirais qu'actuellement aussi, on assiste à un grand désarroi de la communauté éducative face aux réseaux sociaux, face à tout ce qu'on peut trouver sur Internet et ailleurs pour le meilleur et pour le pire. Et il y a une réelle volonté maintenant de retourner vers une démarche historique, rationnelle, à partir des sources que l'on approche d'une manière neutre et scientifique pour éduquer les élèves et affûter leur regard pour leur éviter de porter crédit à tout et n'importe quoi. Hélène Pradas-Billot sur ce point, et puis vos deux voisins ensuite, pour conclure. Pour conclure, j'étais en train, en vous écoutant, de me dire finalement, nous contribuons tous, et ça a été aussi mis en lumière lors de ces assises pédagogiques, à une mémoire de la commémoration des conflits contemporains, sans le savoir d'ailleurs. C'est vraiment une mémoire immédiate, parce que nous sommes en train là, de conclure un cycle mémoriel. Mais je pense que c'est très important de s'interroger dessus, parce que ça a aussi valeur d'enseignement mémoriel. C'est trop tôt pour l'histoire. Oui, qu'est-ce qu'on a voulu dire collectivement ? Qu'est-ce qu'on a voulu dire collectivement ? Qu'est-ce qu'on transmet ? On s'est beaucoup interrogé sur les pratiques, ce qui était utile, les points de vigilance. Moi, j'ai retenu aussi pas mal de points de vigilance que tous nous avons à avoir, dont la façon dont on appréhende les sujets, dont on travaille sur la transmission aux jeunes générations. Mais c'est intéressant de l'observer, de s'observer aussi, avec encore une fois toute la vigilance, la clairvoyance que ça implique. Pour les prochains cycles mémoriels, ce sera quelque chose d'important. Laurent Marien ? Peut-être une toute petite nuance, je crains que quelques enseignants soient un peu passés à côté du cycle mémoriel, ou en tout cas ne s'y sont pas beaucoup engagés, mais il faut... Et vous savez pourquoi ? Parce que ça peut être intéressant de savoir pourquoi on ne s'y engage pas. Omniprésence du thème dans les médias, par exemple, peut-être insistance de l'institution, peut-être insistance trop lourde de l'institution, des choses comme ça. Oui, et omniprésence dans les médias, ça ne veut pas dire bon traitement médiatique. On est d'accord. On peut beaucoup parler d'un événement
sans le traiter bien. Tout à fait. Donc ça peut être une des questions. Oui. Dans le cas présent, c'était un peu l'idée le sentiment que pouvaient, Oui. par exemple, ressentir quelques-uns. Par contre, de rebondir sur les paroles de Madame Pradas-Billot, ça me semble effectivement important. Je me souviens que notre première journée d'études au niveau académique, c'était guerre et nouvelles conflictualités. Et je pense qu'effectivement, pour qu'on reste sur une marée au moins moyenne, voire haute, il faut redonner un petit peu du sens à ce qu'on a voulu faire et pouvoir l'ouvrir à d'autres objets que cette Première Guerre mondiale, sans évidemment l'abandonner, puisque, encore une fois, bien des choses nous invitent à continuer quand même dans cet esprit-là. Et vous pensez vraiment qu'il y a une matrice de quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut, à partir de cet exemple commémoratif de longue durée, de 4 à 5 années, imaginer des commémorations différentes ensuite, parce qu'on aura appris justement de ces multiplicités d'acteurs, ces multiplicités d'initiatives. Il s'est passé tellement de choses dans les académies que... Voilà, il faut laisser décanter une grande marée, généralement. Des événements qui n'ont pas eu lieu aux dates officielles, voilà. Par exemple. Donc, on a pris quelques libertés. Des événements sur des lieux où on avait pu reconstituer une tranchée à taille 1. Voilà, des choses qui sont un peu perturbantes, mais finalement qui ont été intéressantes, qui ont mobilisé les gens. On en a retiré un certain nombre d'enseignements. Ça ne peut que resservir. Christian Laude. Alors, je terminerai par 2 anecdotes et puis ensuite une ouverture qui invitera peut-être à quelques questions. La première, c'est que j'espère que nos élèves auront davantage de souvenirs de ces commémorations que ce que j'ai pu avoir du bicentenaire de la Révolution. J'étais élève en CM2, donc j'ai aucun souvenir. Vous êtes plus jeune que moi. J'ai découvert qu'il y avait un bicentenaire lorsque j'ai fait la visite de découverte du collège. On m'a distribué une pièce en me disant c'est pour le bicentenaire. Et puis ensuite, on s'est interrogé parce qu'il manquait 2 pièces. On était 2 élèves issus de la même commune. La commune n'avait pas voulu payer les pièces, donc on nous a repris les pièces pour les donner aux autres élèves. Voilà le souvenir que j'ai du bicentenaire de la Révolution française. C'est un peu marée basse là. C'est même un peu... là, on est plutôt dans le marécage. Voilà, donc tout est relatif. C'est comme lorsqu'on fait cours, on peut avoir vraiment l'impression d'avoir tout donné, que c'était vraiment super notre cours, mais en face... on peut avoir des réactions très différentes. Je vous rassure, pour les émissions, c'est la même chose. C'est pareil. Ensuite, je voudrais être assez quand même terminer sur une note assez optimiste aussi. C'est la deuxième anecdote, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti de rien avant le centenaire. On a vraiment pu s'enrichir pendant ce centenaire. On a fédéré les énergies, on a eu des soutiens financiers, de la reconnaissance avec le label. Il y a plein de choses qui se sont mises en place. On a eu des travaux qui ont été mis en place en amont et en aval des commémorations. Et on l'a bien signalé, tout cela. Et je crois qu'il faut vraiment garder tout cela pour continuer. Et puis, il faut dire aussi que la conflictualité historiographique a été utile aussi, parce que quand on est tous d'accord sur le sens d'un événement, ça n'est pas la même chose que quand tout le monde n'est pas d'accord sur ce sens d'un événement, et que d'une certaine façon, ça met en marche la réflexion. On peut appliquer tel ou tel exemple d'école historiographique sur tel ou tel cas particulier, et c'est extrêmement intéressant. Ça fait partie aussi du débat. C'est indéniable, c'est ce qui fait avancer d'ailleurs le raisonnement. Merci.